Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast des Stackers, le rendez-vous incontournable pour tous ceux qui souhaitent approfondir leur compréhension de l'univers du Bitcoin. Je suis Jonathan Arskovici, le CEO de Stackinsat, et je suis accompagné par mon associé et CEO Jocelyn Tonnelier. Nous accueillons une nouvelle fois Charles Guillemet, CTO de Ledger, pour une troisième partie un peu particulière de l'épisode numéro 6 du podcast des Stackers, car c'est un podcast qui est tourné sous embargo de l'annonce d'un nouveau produit Ledger. Nous sommes d'ailleurs 2 jours avant l'annonce officielle de ce produit dans le cadre de Bitcoin Nashville 2024. Et nous avons l'exclusivité, du coup, d'interroger aujourd'hui Charles sur le lancement de ce nouvel hardware wallet. Charles, plus besoin de te présenter, parce qu'effectivement, c'est la troisième partie de ce podcast. Donc, sans plus tarder, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Charles, peux-tu nous en dire plus sur cette annonce prévue sur la scène principale de Bitcoin Nashville dans 2 jours? Et on a la chance d'avoir le maximum de détails aujourd'hui avec toi. Dis-nous tout. Yes, merci à vous de m'accueillir à nouveau. C'est un plaisir de faire les podcasts avec vous. Et je suis en ce moment même à Nashville, du coup, et on va annoncer ça sur la scène principale de Bitcoin Nashville dans 2 jours. Et ce qu'on annonce, c'est le lancement d'un nouveau produit, d'un nouveau hardware wallet qui s'appelle Ledger Flex. Et je Wow. l'ai là. Super, super. Donc, c'est un nouveau hardware wallet qui est basé sur la même architecture technologique que Stacks. On continue à miser sur l'écran e-ink. Donc, l'écran e-ink qui est la même technologie donc, qu'on a dans Stacks, mais qu'on a aussi dans les liseuses Kindle, etc. Donc, c'est cette technologie-là qui a une technologie bistable, c'est-à-dire que elle est stable quand les pixels sont noirs et quand les pixels sont blancs, ce qui fait qu'on peut mettre des images de fond sans consommer d'énergie. Et donc, ouais, on est ravis d'annoncer ce nouveau hardware wallet qui est un petit peu le petit frère de Ledger Stacks. Ok, eh bien écoute, c'est une super annonce. Alors effectivement, c'est un podcast audio, donc tout le monde ne verra pas la petite démo que tu viens de nous faire, mais en tout cas, le device a l'air extrêmement joli. Alors peut-être un peu moins joli que le Stax. Et d'ailleurs, est-ce que tu peux nous dire peut-être rapidement comment en fait ces deux produits se différencient? Parce que, encore une fois, si j'ai bien compris, ils utilisent la même technologie au niveau de l'écran, donc cet écran e-ink. Mais finalement, en fait, comment se distingue le Flex, il faut s'habituer à le dire maintenant, le Ledger Flex, du Ledger Stacks. Yes, alors comme je viens de dire, en fait, c'est le petit frère de Ledger Stacks. On utilise la même plateforme technologique, c'est-à-dire que donc, l'ensemble des composants qu'on utilise dedans, le Secure Element, l'écran, bon, l'écran c'est pas exactement le même, mais c'est la même technologie. Toute la partie operating system, etc. et les apps, c'est la même plateforme technologique. Maintenant, il y a quelques petites différences. Donc là, j'ai un Stacks sur moi. Donc la différence entre les deux, elle est déjà sur la taille. Ils ne sont pas exactement de la même taille. Le Stack, c'est un petit peu plus grand que Flex. Je peux l'allumer aussi. Euh, Ok. une autre différence aussi, c'est que Stax, l'écran est courbé ici. Et oui, on peut du coup définir le nom qu'on met sur la tranche. Ok. Euh, ça fait partie c'est les deux grosses différences qu'on a sur le visuel. Et ensuite, au niveau des fonctionnalités, il y a le cheat charging qui est présent sur Stax, qui n'est pas présent sur Flex. Le cheat charging, c'est la possibilité de recharger son device de manière wireless, là, sans fil, avec les chargeurs sans fil. Donc ça, c'est présent sur Stack, c'est pas présent sur Flex. Sinon, sur le reste, sur l'ensemble des fonctionnalités, sur les interfaces, on reste vraiment sur la même plateforme technologique. La différence, elle va être vraiment autour de la qualité de la finition, de l'écran courbé, et voilà. Ok. Donc Globalement, on est vraiment sur une déclinaison de la plateforme Stacks avec Flex qui va être un petit peu moins cher. Mais tu vas quand même garder l'ensemble des caractéristiques et des fonctionnalités. ok. Et donc du coup, si je résume bien en caricaturant quand même un peu, alors tu vas probablement me reprendre, mais c'est
plutôt la touche de Tony Fadell et son expérience en design qui rend en fait le Stax unique par rapport au Flex qui, lui, du coup, j'imagine, n'a pas eu de designer en particulier. Et peut-être que tu peux nous dire comment a été conçu finalement le design du Flex versus celui du Stax. Oui, bah, en fait, ce qu'on avait prévu, dès le début, qu'on avait commencé, à travailler sur Stax, c'est justement de faire des déclinaisons de Stax, et de vraiment créer une plateforme technologique. C'est un truc sur lequel j'ai pas trop insisté pendant le dernier, podcast, mais, parce Ouais, que justement, il y avait l'annonce qui allait arriver après. Donc dès le début, c'était un peu l'idée de créer cette plateforme technologique et de créer ces déclinaisons, de différents produits, et de commencer par le produit le plus high-end, qui est Stax, et ensuite le décliner avec différentes touches, avec un design un petit peu différent, des price points un petit peu différents. Sur Flex, il y a eu des phases de design, évidemment. On a travaillé avec des spécialistes qui ont travaillé sur le design, mais parmi les exigences, c'était aussi être certain le go-to-market est important, le temps, on voulait être certain de pouvoir le produire rapidement à l'échelle, etc. Donc ça faisait partie des exigences, et aussi s'assurer que le price point à la fin, il soit inférieur à Stax. Stax reste quand même un device assez premium. Ok. Et donc, niveau disponibilité, quand est-ce que le Flex sera disponible à l'achat? Stax est disponible dès le jour de l'annonce, donc dans 2 jours. Pour les gens qui nous écouteront, il sera déjà disponible donc sur ledger.com. Et du coup, voilà, on est très content de faire cette annonce dans 2 jours. Ok. Et donc, dans la genèse un peu du produit, c'est vraiment un développement qui a été mené de concert avec l'industrialisation du Stax. Donc, vous avez présenté le Stax avec tous les challenges d'industrialisation qu'il y avait. Et en parallèle, quelque part, vous avez aussi développé son petit frère pour pouvoir en fait sortir deux produits en un quelque part d'un coup, quoi. Alors, dans l'idée, on pensait plutôt timer les choses différemment, de sortir Stax d'abord, et ensuite Flex. Et en pratique, effectivement, il y a eu les challenges d'industrialisation de Stax dont on a parlé un petit peu la dernière fois, qui font qu'au final, les deux produits sortent quasiment à la même date, mais il y en a un qui a commencé un an plus tôt que l'autre, quoi. Ok, donc quand vous aviez annoncé le Stax l'an dernier, vous avez déjà en tête de faire le Flex. C'est pas quelque chose qui est arrivé au cours de la production du Stax. Non, non, effectivement, on avait déjà l'idée de créer une gamme de produits, et vraiment de créer, comme je viens de dire, une plateforme technologique. Et à partir de cette plateforme technologique, commencer par le produit le plus premium, qui est donc les Stacks, et ensuite le décliner avec d'abord Flex. ok. Donc attends, juste tu disais, parce que ça je veux revenir sur cette histoire de disponibilité qui effectivement avait fait un peu polémique avec le Stax. Et donc là, cette fois, pour le coup, a priori, si j'ai bien compris, vous avez le stock. Exactement, Voilà, donc disponible du coup dès le 26 juillet. c'est ça. Et par curiosité, est-ce que vous avez à Nashville d'ailleurs un stand où vous allez pouvoir commercialiser les Flex et les Stacks d'ailleurs sur place? Alors, on a quelques devices sur place. Je ne sais pas si on va avoir un stand, enfin, je sais pas si on va en vendre sur le stand. En tout cas, on a des devices sur place, et on commence à en distribuer. Ouais. Ok, parce que ça, bon, du coup, petite autre exclue qu'on peut annoncer aussi à nos auditeurs, c'est que pour la 5e édition de Surfing Bitcoin, donc, qui a lieu les 28, 29 et 30 août, bah, on peut vous annoncer qu'il y aura, alors non pas des stacks, mais on aura des flex à vendre sur le shop Surfing Bitcoin. Donc on est très fiers de ça. Donc, alors je ne sais même plus combien on a prévu d'unités, mais en tout cas, j'espère qu'il y en aura suffisamment pour satisfaire la demande, parce que le produit est quand même très très beau. Et franchement, les fonctionnalités sont quand même plutôt incroyables. Et d'ailleurs, j'aimerais quand même revenir sur une des fonctionnalités majeures qui est, euh, pour moi, une des principales innovations aussi du Stack, c'est cet écran e-ink. Et est-ce que tu peux, alors je sais qu'on en avait parlé lors du précédent épisode, mais est-ce que tu peux nous redonner un peu les principales propriétés et les raisons pour lesquelles vous avez voulu travailler, pardon, avec cet écran e-ink qui est particulièrement adapté à ce genre de cas d'usage. Mais est-ce que tu peux nous en dire plus?
Ouais. Alors, on utilise cette technologie pour plusieurs raisons. La première, c'est donc déjà cet écran, il est directement piloté par le Secure Element. Donc, c'est un écran qui est en plus touch. On le contrôle directement avec le bout du doigt. Et d'un point de vue technologique, c'est assez intéressant parce que justement, on peut le driver, on peut le piloter directement depuis le Secure Element et l'ensemble des informations qui sont affichées sur cet écran, elles viennent directement donc de l'encre de confiance qui est notre Secure Element. Et ça, on peut le faire avec des écrans Ink, et c'est beaucoup plus challenging si on voulait le faire avec des écrans couleurs qui bougent dans tous les sens. Donc ça, c'est une contrainte, mais à la fin, ça a aussi d'autres avantages. C'est qu'en termes de consommation d'énergie, un écran Ink, ça consomme très peu d'énergie. Et en fait, ça consomme de l'énergie seulement quand on est en train de changer les images. Le fait d'afficher une image, une fois qu'elle est affichée, ça consomme zéro énergie à ce moment-là. Et c'est pour ça que là, l'écran il est éteint là et tu vois il y a écrit Ledger dessus alors qu'il est éteint. Alors si tu prends un écran OLED ou TFT normal, quand il est éteint, bah, tout est noir. Il n'y a pas il y a pas cette situation là. Donc ça, je dirais que c'est les avantages qui sont des avantages techniques. Et après, si on compare ces deux nouveaux devices, donc le Stax et le Flex là, que je peux montrer les deux à côté, Oui. euh, par rapport au précédent hardware qu'on avait, là, on a une plus grande surface d'affichage qui nous permet justement d'afficher plus de choses. Et ce qui est d'autant plus intéressant aujourd'hui que les transactions deviennent de plus en plus complexes. Et si on prend le cas d'Ethereum, quand on commence à interagir avec des smart contracts, on se retrouve vite à devoir afficher qu'on est en train de swapper tel token vers tel token avec des slippages, etc. Et donc tout ça, on veut pouvoir l'afficher. Je prends l'exemple d'Ethereum, mais l'exemple de Bitcoin marche aussi. On a un très bon support de Miniscript. On a le meilleur support de Miniscript de l'écosystème. Et du coup, ce support de Miniscript nécessite de pouvoir dire, OK, là, je suis en train de faire un multisig avec telle wallet. Voilà quelles sont les règles de gouvernance. Et ça, on est capable de l'afficher de manière plus avantageuse, disons, avec un écran plus large. Alors, il y a aussi peut-être un avantage que tu n'as pas souligné et qui est apparu d'ailleurs assez il y a peu de temps là, avec les JO, avec toute cette histoire de QR code où la population se plaint que sur ton téléphone, avec du soleil, le QR code est très difficile à scanner. D'ailleurs, même sur la terrasse du casino à Biarritz, quand on paye les bières en Lightning, bah, c'est vrai qu'il faut faire attention à ce que le soleil ne fasse pas de reflet sur l'écran. L'e-ink a aussi cette propriété qui n'est pas réfléchissant et du coup, quand il y a du soleil ou des conditions lumineuses très, très fortes, c'est très facile de scanner un QR code sur ce type d'écran. Ouais, la petite couche de plastique par-dessus l'écran, effectivement, c'est une couche qui est mate et pas brillante comme sur les smartphones. Et effectivement, les smartphones, ils sont brillants et du coup, dès que tu as de la lumière indirecte, bah, ça fait beaucoup de reflets. Et quand tu veux scanner un QR code, ça peut vite être compliqué. Ce qui n'est pas du tout le cas, effectivement, sur les écrans I qui sont mat. Et donc là, tu disais qu'un des avantages de cet écran e-ink, c'est du coup la capacité bah, justement à pas avoir besoin de le recharger régulièrement. Et donc en moyenne, alors après, bon, je sais que c'est peut-être une question bateau, mais à quelle fréquence faudrait recharger ce device, d'ailleurs, que ce soit le Flex ou le Stax, d'ailleurs. Là, ça va vraiment dépendre de ton utilisation. Ce que je veux dire, c'est que la consommation d'énergie, elle vient vraiment du fait que ton écran va passer d'un écran à l'autre, etc., que tu vas l'utiliser. Mais au final, si tu fais quelques transactions par jour, je pense que ça peut durer plusieurs semaines, voire mois. D'accord. Euh, Après, si tu commences si ton device il est allumé toute la journée et que tu es en train de jouer avec toute la journée, là, par contre, ça va durer moins longtemps, évidemment. Ok, 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 très clair. Après, j'aimerais revenir un peu sur, alors on en a un peu parlé, mais sur l'idée, donc ce que tu disais, c'est vrai que c'était au moment où vous avez lancé le Stax, vous aviez cette volonté de créer cette plateforme, mais est-ce que aussi, peut-être, alors je ne sais pas si ça a été aussi dans votre démarche de construction des produits, mais est-ce que ça vient de vos users? Est-ce qu'il y a eu cette logique un peu bottom-up de création de produits, ou c'est vraiment toi, Pascal, enfin je sais pas, ou Yann, ou Tony, ou je ne sais pas qui a travaillé un peu sur ces produits-là. Comment vous avez créé cette idée d'écran, enfin d'où c'est venu en fait?
Euh, je dirais que ça fait depuis longtemps, disons, qu'on discute de ce genre d'idées à Ledger et d'autres d'ailleurs. Il y a plein d'idées qui flottent et dont on parle et on en reparle, etc. Euh, un truc qui est sûr, en tout cas, c'est ce qui vient de nos utilisateurs et de nous aussi, dès qu'on utilise les devices, c'est que avoir une meilleure interface utilisateur, ça reste un truc important. Quand tu as un Nano S Plus ou un Nano X, l'interface, elle est cool, mais quand tu compares à Stack ou Flex, tu reviens pas en arrière. Dans le sens où vraiment avoir une. Déjà, le touch, c'est vraiment quelque chose qui est game changer, notamment si tu fais un recover de tes 24 mots. Sur un touch, tu mets moins d'une minute. Sur un Nano S Plus ou un Nano X, je pense que c'est 5-6 minutes. Tu vois. C'est assez long quand même de recover tes 24 mots. Donc, c'est quelque chose que tu ne fais pas super souvent. Après, ça dépend de gens. Moi, je le fais assez souvent. Et donc, là, ça me change la vie de pouvoir le faire rapidement. Et après, donc ça, c'est l'aspect touch. Et après, le fait d'avoir un plus grand écran, ça, c'est quand même vachement plus confort, dans le sens où dès que tu as des transactions qui commencent à être un peu plus complexes avec des interactions avec des smart contracts et ce genre de choses, d'avoir une plus grande surface d'écran, ça permet d'avoir quasiment toutes les informations dont tu as besoin pour signer en un seul écran. Et tu n'as pas besoin de cliquer sur le bouton de ton Nano S Plus ou ton Nano X pour faire défiler tous les écrans et être sûr que tu valides bien la transaction que tu voulais. Ok. Et du coup, pour ces anciens devices, donc tout ce qui est Ledger Nano, Mhm. quel est, comment vous voyez les nanos évoluer? Est-ce que c'est quelque chose qui va être discontinué? Est-ce que vous allez toujours les supporter? Est-ce que peut-être vous avez garder les mêmes formats, mais peut-être mettre un écran e-ink sur toute la longueur d'un nano? Quels sont vos plans en fait pour vos anciens appareils? Bon, je ne vais pas dévoiler tous nos plans maintenant. En tout cas, aujourd'hui, ce qu'on a, c'est le Nano S. On a arrêté de le vendre il y a 2 ans maintenant, je crois. Euh, c'est toujours un device qui est très utilisé. Ce qu'on continue à faire, c'est faire le support des mises à jour de sécurité sur Nano S. Et par exemple, l'ensemble des nouvelles comment dire, fonctionnalités qu'on implémente sur les nouveaux devices, on ne les implémente pas sur Nano S, notamment parce que d'un point de vue technologique, le Nano S est vraiment trop limité et c'est plus possible en fait de rajouter de nouvelles features. Donc ça, c'est déjà quelque chose qu'on a fait sur Nano S et c'est quelque chose qui finira par arriver sur les autres produits, sur Nano S Plus, Nano X, dans le sens où on continue à créer des nouveaux produits, des nouvelles plateformes qui nous permettent de créer des nouvelles fonctionnalités. Je pense aussi au fait qu'on a par exemple du NFC sur ces de nouveaux devices, ce qui fait que tu vas pouvoir faire des expériences où tu tapes ton device sur ton téléphone. Ça, c'est un truc qu'on ne peut pas faire avec les nanos. Donc en fait, au fur et à mesure, les nouvelles features qu'on va créer, on va les implémenter sur le Flex et sur le Stack, sur cette nouvelle plateforme. Pour autant, on n'est pas en train de discontinuer les nanos maintenant. Ça arrivera dans le futur, probablement. Mais on n'est pas en train de le faire aujourd'hui parce qu'ils continuent. Déjà, on continue à avoir une grande base d'utilisateurs et ils continuent d'avoir un succès. Et aussi, ils ont un positionnement d'un point de vue prix qui est différent des Flex et Sax. Et on comprend que c'est pas tout le monde qui veut mettre 399 ou 249 sur un device qui est plus premium. Et parfois, les gens, ils veulent commencer plutôt avec un Nano S Plus. Et puis, quand le Bitcoin passe à 250 000 dollars et que tout d'un coup, les 50 dollars qu'ils avaient sur leur device se sont transformés en 1000, peut-être qu'ils ont envie d'acheter un meilleur device. Bon. Ok. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Complètement. Et d'ailleurs, là, tu me tends la perche sur ma prochaine question. Parce qu'effectivement, comme on l'a dit en début d'émission, on est vraiment dans le cadre d'un embargo d'annonce d'un nouveau produit. Et donc, j'ai eu accès au communiqué de presse de lancement. Et moi, il y a une petite phrase qui a attiré mon attention. Et ça revient exactement au sujet qu'on vient d'évoquer. Parce que le communiqué de presse mentionne que le Flex est à un prix attractif de 250 euros pour démocratiser les hardware wallets. Et donc, effectivement, par rapport à ce qu'on vient de se dire, et je comprends que dans votre gamme de produits, vous avez justement des produits qui sont, on va dire, pour le coup, plus attractifs. Alors après, je ne sais plus exactement, d'ailleurs, tu peux nous refaire les prix de tous les devices, mais comment toi, tu justifierais le côté attractif à 250 euros du Flex pour Disons, démocratiser? donc, c'est attractif pour démocratiser. Si on compare à Stax, Stax, on est à 399 et
pendant que Flex est à 249, alors qu'on utilise la même plateforme technologique et on a quasiment l'ensemble de toutes les features que tu as sur Stack, on les a sur Flex, à un prix qui est quand même moindre. Quand tu regardes 249 par rapport à 399, ça fait une grosse différence de prix. Si tu veux le device vraiment premium avec l'écran courbé, etc., du coup, c'est Stack qui est pour toi. Si par contre tu veux le même niveau de fonctionnalité, mais que le prix devient un élément important pour toi, c'est plutôt Flex qui va être ton produit. Si par contre le prix est le truc le plus important pour toi, c'est probablement une Nano S Plus qui va être la solution, mais on n'a pas du tout la même expérience utilisateur, etc. Voilà, Et qui est à combien? Qui est à combien? Rappelle-nous. je ne voudrais pas dire de bêtises parce que les prix changent régulièrement, mais je pense qu'il est autour de 79 euros. Voilà. Ok. Et en fait, moi aussi, je trouve ce qui différencie un peu les différents produits que vous avez dans votre gamme, c'est aussi l'utilisation qu'on en fait. Parce que si c'est pour conserver sur du long terme des cryptos, un nano est amplement suffisant parce qu'on fera très peu de manipulation, alors qu'un Flex ou un Stax, c'est vraiment plutôt pour une utilisation beaucoup plus intensive, pour faire beaucoup de transactions et surtout pour se déplacer avec et recevoir du Bitcoin en se déplaçant, en pouvant scanner justement ou de Bitcoin ou toute autre crypto. Donc, je pense qu'aussi, c'est aussi la démographie des utilisateurs sera sûrement différente selon l'utilisation qu'ils ont de leur crypto. Oui, effectivement, comme tu viens de dire, l'usage compte aussi. Hein. Si l'usage qu'on a envie de faire de son Android Wallet, c'est d'acheter du Bitcoin aujourd'hui et de le retrouver dans 10 ans, là, effectivement, tu as un peu moins d'intérêt d'avoir une super UX. Et si le prix devient important pour toi, c'est peut-être un nano qui sera plus ton produit. Si par contre tu t'aimes bien faire des transactions sur Uniswap, tu aimes bien les NFT, tu aimes bien avoir plein de cryptos différentes et tu aimes bien faire des transactions régulièrement et utiliser le device, si tu aimes bien aussi avoir un bel objet, tu vois, Stack et Flex seront plutôt les produits dont tu as besoin. Effectivement, donc en fait, il n'y a pas vraiment de l'un versus l'autre. On a des positionnements de produits qui sont différents, à des prix qui sont différents et qui permettent des usages un petit peu différents. Et le top, disons que c'est la plateforme technologique FlexStax et entre les deux, le produit très premium, c'est Stax, pendant que Flex est un peu plus abordable Un peu plus attractif et permet de démocratiser l'usage. Mais alors après, je prends la balle au bon de ce que tu as dit et je vais te challenger un peu. C'est que tu dis les prix changent tout le temps. Et c'est vrai que là-dessus, nous, en gros, parce que forcément, avec Joss, on suit de près les actualités de Ledger. Et je sais que le Stax, au tout début, il était justement à 279. Et là, j'ai vu sur le communiqué de presse qu'il est passé à 399. Donc, ce qui quand même semble être une augmentation significative. Est-ce que tu peux justement nous expliquer comment et pourquoi en fait vous avez décidé d'augmenter le prix aussi fortement? Ouais. Alors bon, quand je dis les prix changent tout le temps, je crois pas que j'ai dit ça. Je dis que les prix évoluent au fur et à mesure du temps, et c'est normal. Peut-être, Et pardon. en plus de ça, il y a des promotions. C'est pour ça que je n'étais pas complètement sûr des 79 euros, mais en tout cas, c'est dans ces eaux-là. S'agissant du prix de Stax, effectivement, entre l'annonce et les pré-orders qu'on a fait il y a 1 an et demi et le prix final, on n'est pas du tout sur le même prix. On était à 279, maintenant on est à 399. Et il y a plusieurs raisons. La première, c'est que déjà, quand tu fais des pré-orders, c'est-à-dire que tu demandes aux gens de te faire confiance qu'on va shipper dans les mois qui viennent. Ils nous ont fait confiance. Et d'ailleurs, quand on a vu que le temps durait plus longtemps que prévu, on leur a dit si vous voulez être remboursé, vous pouvez. La plupart des gens n'ont pas pris cette opportunité et sont récompensés maintenant parce qu'ils sont les premiers à être livrés de leur Stax. Mais du coup, ils nous ont fait confiance et pour cette raison-là, ils ont payé moins cher à l'époque que le prix final. Ça, je dirais que c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que au final, Stax, il coûte plus cher à produire que ce qu'on avait prévu, notamment à cause des challenges qu'on a eu dans le manufacturing, dont on a parlé dans un épisode précédent. Je renvoie aux auditeurs à l'épisode 2, je crois. Voilà, c'est ça. Ok. Merci pour cette réponse. Alors maintenant qu'on a fait un peu l'éventail des prix, est-ce que tu peux nous dire, alors après, je ne sais pas si on rentre dans des éléments trop stratégiques, mais comment vous vous positionnez par rapport à vos concurrents, en fait?
Est-ce que, voilà, par rapport à la fois en termes de device, de prix, etc., est-ce que tu peux nous refaire un point stratégique Ledger par rapport à vos concurrents? Alors bon, ça dépend ce que tu appelles nos concurrents. Si on parle des hardware wallet en particulier, Je parlais des euh, hardware wallet, bien sûr, pardon. ouais, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de concurrence à Ledger. Ce n'était pas le cas il y a 4-5 ans, je dirais. Maintenant, je dirais que Ledger est vraiment dans une situation où le leader prend tout le marché. C'est c'est un peu factuel et ça pour plusieurs raisons. Je dirais que la première raison, c'est que d'un point de vue technologique, on a la meilleure technologie, on a les produits les plus sécurisés et ça, les clients l'ont bien compris. Il y a le donjon qui a démontré que c'était possible de faire plein de choses d'un point de vue attaque sur les produits de l'écosystème, disons. Je dirais que ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, je pense qu'elle tient au fait qu'on a pris la décision de créer une plateforme ouverte dans laquelle les développeurs peuvent créer leurs applications et le support de leur blockchain. Et ce qui fait que ça nous a permis de complètement scaler, passer à l'échelle le nombre de tokens et de blockchains qu'on supporte. Et là-dessus, on est premier, genre, sans aucune concurrence, parce que ouais, on supporte un très très grand nombre de tokens et de blockchains. Je n'aurai pas le nombre, mais en tout cas, les clients, ils aiment aussi d'avoir la possibilité de se dire j'ai envie d'acheter tous les tokens du monde, et je sais qu'avec mon Ledger, ce sera possible, pendant que ce n'est pas possible avec d'autres concurrents. Je dirais que ça, pour moi, c'est les deux raisons pour lesquelles Ledger est vraiment leader sur le marché sans beaucoup de contestations. Et après, je pense que ça vient aussi du fait on cherche à créer des beaux devices qui sont emblématiques, etc. Et probablement, il y a un peu moins cette volonté dans la concurrence. Et surtout là maintenant avec le Stax et le Flex, là où vous avez quand même fait fort, c'est sur l'expérience utilisateur. Et c'est vrai qu'il y avait d'autres appareils où il y avait un peu plus d'interface utilisateur avec des boutons ou avec des écrans qui étaient quand même un peu plus agréables à utiliser qu'un Nano, quand il y avait une utilisation très fréquente. Et là maintenant, en fait, quelque part, il y a plus de compromis. Vous avez aussi bien la sécurité que l'expérience utilisateur, que la longévité de la batterie et toutes les caractéristiques qu'on a précisées juste avant. Ok. Ouais. Alors maintenant, on va rentrer aussi un peu sur des questions un peu business. Alors pareil, je ne sais pas si tu vas pouvoir me donner tous ces chiffres stratégiques, mais c'est quoi vos objectifs de vente? Parce que j'imagine qu'il y a eu quand même de gros budgets alloués à la création de ces deux produits, donc vous avez forcément des objectifs de vente. Est-ce que tu peux nous dire, voilà, d'ici la fin de l'année, quels sont, alors peut-être pas objectifs de vente en termes de chiffre d'affaires, mais peut-être en termes d'unités ou pas, je ne sais Et pas. surtout, Voilà. est-ce que vous attendez plus à vendre de Flex Flex, ouais. ou l'un ou l'autre, ou peut-être que vous attendez que des nanos reviennent, qu'il y ait beaucoup de ventes de neuf. Quelles sont un peu vos projections sur vos ventes? Alors évidemment, on a des projections, on a des objectifs, mais bon, je vais pas les dévoiler, je vais pas vous les dévoiler. C'est des informations qui sont confidentielles à Ledger. Et en plus de ça, on reste quand même dépendant du marché. Et même si je te donne nos objectifs, le fait qu'on les réussisse ou non dépend du fait que est-ce qu'on a bien réussi nos produits. Ça, je pense que c'est le cas. Est-ce qu'on arrive à bien les marketer? Ça, j'ai l'impression qu'on le fait plutôt bien aussi. Mais ça dépend aussi, est-ce qu'il y a de la demande en face? Est-ce qu'il y a des nouveaux utilisateurs de crypto qui rentrent dans la self-custody? Et tout ça, il y a quand même beaucoup d'interrogations qui quand même dépendent aussi du marché. Je pense que le marché va être assez porteur dans les mois qui viennent. Mais bon, je n'ai pas de boule de cristal et je ne fais pas de conseil d'investissement non plus, évidemment. Euh, Ouais. et ensuite, sur est-ce que Stax ou Flex va se vendre plus, ça c'est difficile à savoir. Euh, et d'ailleurs, on en parle à Ledger en interne. Comment dire, les opinions divergent. Moi, j'ai tendance à penser que il y a des gens qui sont pas price sensitive du tout et qui veulent toujours le top du produit. Et ça, donc ça va. Enfin, ça va faire en sorte que Stax va être un succès. Mais je dirais que quand même, la plupart de nos utilisateurs sont plutôt geeks et pour eux, la fonctionnalité est le truc le plus important.
Et du coup, à fonctionnalité quasiment égale, ils iront chercher le produit un peu moins cher et ils iront vers Flex. Donc, moi, j'aurais tendance à penser qu'on va vendre plus de Flex en nombre, mais on va quand même vendre plein de stacks parce qu'il y a des gens qui aiment bien avoir le meilleur produit et qui sont moins sensibles au prix, quoi. Moi, personnellement, j'irais plutôt aussi vers le Flex, parce qu'ils sont quand même des produits assez similaires. La différence de taille est quand même assez minime. Le design est quand même assez cool. Et j'ai même vu qu'il y avait une petite version orange qui allait être disponible, qui match très, très bien avec les couleurs du Bitcoin et qui me plaisent beaucoup. Donc, c'est vrai que moi, Tout à fait. j'irais aussi plutôt vers le Flex instinctivement, quelque part. Ok. Après, ouais, Euh, vraiment, ce que je pense, ça dépend des gens. C'est pour ça qu'en fait, avoir une gamme, c'est un truc qui est, c'est un truc qui est important dans le sens où c'est ultra difficile de faire le produit qui est le meilleur produit pour tout le monde en fait. Chacun est différent, chacun a des envies différentes, des usages différents, qui est plus ou moins sensible au prix, etc., etc. Et c'est pour ça qu'on fait des gammes. ok. Alors maintenant, on va rentrer un peu plus sur la prospective, parce qu'effectivement, avec ces deux gros lancements de produits qui, quelque part, révolutionnent un peu l'industrie du hardware wallet, hein, clairement, ce que tu nous disais juste avant, parce que vous estimez en tout cas que vous n'avez pas vraiment de concurrence sur ces produits-là. Comment toi, tu vois l'avenir des hardware wallets dans 5 ou 10 ans? Parce que j'imagine que Ledger va continuer à innover, j'espère, pour toi. Et comment tu vois les choses dans les 5 ou 10 ans à venir? Alors là, tu me demandes quelque chose qui est pas facile. Pour moi, ce qui est vraiment important dans la crypto et dans Bitcoin en particulier, c'est l'aspect permissionless, le fait on a besoin de demander la permission à personne pour vraiment détenir ces cryptos, ces Bitcoins. Et ça, c'est possible seulement si tu es en self-custody, si vraiment tu détiens tes clés et que tu les contrôles. Et pour ce faire, avoir un, un équipement dédié, un hardware wallet, aujourd'hui, c'est la meilleure solution de sécurité pour faire ça. Moi, je pense quand même il y a un risque dans notre écosystème lié à, par exemple, aux ETF, etc., que au final, l'usage des cryptos se cantonne beaucoup à un aspect spéculatif et que beaucoup de gens entrent sur le marché via les ETF. Je ne sais pas si ça va arriver, j'espère que non, ça c'est sûr. Et si ça arrive, je dirais qu'il y a comme beaucoup moins d'intérêt à la crypto et au Bitcoin. Donc j'ai tendance à penser que ça n'a pas arrivé. Mais en tout cas, je pense que c'est un risque. Là, aujourd'hui, ce qu'on voit depuis début 2024, c'est que le nouvel attrait qu'il y a pour Bitcoin, il vient quasiment que des ETF. Il n'y a pas tant de nouveaux utilisateurs qui viennent faire de la self-custody, mais le prix est quand même tiré vers le haut via ces achats par les. C'est pour ça que je mets ça en avant. Bon, je ne crois pas que ce soit une menace à long terme. Moi, j'ai l'impression que les cryptos et Bitcoin en particulier ont de la valeur seulement si tu fais de la self-custody. Donc, je pense que la self-custody va continuer à être le truc principal, etc. Donc ça, c'est ce que je voulais dire en préambule. Et une fois que tu fais de la self-custody, bah, tu as besoin de gérer ta sécurité et avoir un device dédié pour ça, ça reste ultra important. Et, et ce qu'on nous, on fait à Ledger, c'est d'essayer de créer les devices les plus sécurisés possibles pour gérer des cryptos. Mais en partant de là, on essaie d'améliorer l'expérience utilisateur. Et si tu me demandes dans 5 ou 10 ans, bah, imagine la plus belle expérience que tu peux créer aujourd'hui avec l'équipement que tu as dans les mains. Je pense à cette expérience utilisateur, mais avec le niveau de sécurité de l'éleveur. Et puis bah, là, tu peux commencer à imaginer les produits sur lesquels on travaille. Ok. Alors, moi, j'aurais peut-être quelques petites requêtes pour mettre, je ne sais pas si c'est dans votre roadmap ou pas. On en avait parlé la dernière fois, mais c'est vrai que pour mettre un label sur nos outils EXO, c'est quelque chose qui serait quand même extrêmement agréable à l'utilisation. D'autant plus, avec un écran tactile, on pourra facilement labelliser nos outils EXO. Donc, de toute façon, c'est quelque chose de niveau expérience utilisateur qui pourrait être très profitable. Et il y a aussi, tu parlais de sécurité, donc c'est vrai que les ledgers sont réputés pour être la meilleure architecture de sécurisation de nos clés privées, mais il y a aussi la sécurité de l'humain, c'est-à-dire que tu peux avoir le ledger le plus sécurisé possible, tu as, un flingue sur la tempe, bah, tu es quand même pas mal incité à ne pas mourir et à donner ta clé privée, ou en tout cas le code PIN de ton ledger pour que ton assaillant puisse accéder à tes bitcoins.
Donc, est-ce que avoir aussi pouvoir avoir un decoy wallet, donc avoir 2 codes PIN sur son ledger pour pouvoir donner un faux code PIN avec très peu de fonds et garder la plupart de son stack de Bitcoin sur un deuxième code PIN. Voilà, ce genre de fonctionnalité, est-ce que vous réfléchissez justement à ce genre de sécurité plutôt humaine que physique, on va dire, enfin que technique? Quels sont un peu vos projets dans cette direction? Alors, ta deuxième demande, ça va être facile pour moi puisqu'elle existe déjà. On a déjà cette fonctionnalité avec la passphrase. Et on a deux manières d'utiliser la passphrase. Soit à chaque fois que tu bootes, tu la re-rentres et du coup, tu accèdes à ce nouveau wallet. Ou soit tu l'associes à un deuxième PIN. C'est exactement ce que tu viens de décrire. Tu as un premier PIN qui correspond à tes 24 mots et un deuxième PIN qui correspond à tes 24 mots plus la passphrase. Et du coup, si tu as un flingue sur la tempe, comme tu viens de dire, tu peux décider de débloquer ton device avec le PIN que tu veux et qui va donner accès au wallet que tu veux. Donc, la fonctionnalité existe déjà sur nos hardware wallets, ça c'est la première chose. Et sur les UTXO, donc le fait de pouvoir les labelliser, ça n'existe pas encore en tout cas. Mais aujourd'hui dans Ledger Live, au moment où tu envoies tes bitcoins à à l'adresse que tu veux, tu as une petite option dans l'écran d'envoi qui s'appelle Coin Control. Et tu cliques dessus, et là, tu as la liste de tes UTXO, et tu peux choisir lequel tu envoies. Tu ne peux pas les labelliser. En tout cas, tu as la liste, et tu peux choisir lequel tu vas utiliser pour construire ta transaction. Et quelles seraient d'autres mesures de sécurité comme ça qu'on pourrait penser? Donc, je pense par exemple au dead man switch, où on doit activer, par exemple, toutes les semaines, cliquer sur un bouton pour dire on est toujours en vie, donc ne déplace pas mes bitcoins vers une adresse que j'ai prédéfinie. Et si jamais je ne peux pas faire cette opération, ben, mes bitcoins sont automatiquement envoyés vers un autre wallet pour la protection parce que tu as déjà été kidnappé ou je suis décédé, donc j'ai envie de transmettre ces bitcoins. Est-ce qu'il y a d'autres systèmes dans ce genre-là auxquels vous réfléchissez, qui existent déjà? Alors, donc là, les fonctionnalités dont tu parles, c'est des trucs qui sont très Bitcoin spécifiques. Aujourd'hui, donc le Deadman Switch, on le supporte pas directement. Enfin, on sait signer ce genre de transaction, mais déjà, Ledger Live ne nous permet pas de la construire. Tu vas être obligé d'utiliser Electrum, par exemple, mais on sait la signer. Par contre, je suis pas sûr qu'elle va correctement parser. Je dirais que non. Donc, à vérifier pour les pros. Euh, et ensuite, on continue à travailler sur avoir un support de Bitcoin le plus fin possible, etc. Et d'ailleurs, on a le meilleur support de Bitcoin dans le monde des hardware wallets. Et typiquement, on est capable d'avoir un mini-script, un support de mini-script complet, et donc de créer du multisig avec différentes règles de gouvernance avec un time lock, etc. Tu peux très bien écrire un script assez facilement qui va te permettre de dire que pour dépenser tel set du TXO, tu vas avoir besoin de 3 signatures ou alors au bout de 3 mois, 2 plus 1 parmi 3, tu vois. C'est le genre de truc que tu peux définir dans ta règle de gouvernance de mini-script. Et ça, on sait le parser et on sait le signer. Et sur le device, tu vas voir la règle dont je parle apparaître. Donc ça, c'est une mini-script et on supporte vraiment, enfin, on a le meilleur support. Après, il y a la question de la partie software. Donc dans Ledger Live, on ne propose pas de le faire, mais il y a d'autres wallets qui permettent de le faire. Et aujourd'hui, ce genre de features, ça reste des features qui sont quand même très pointues pour des gens qui ont envie, enfin, qui ont envie de les utiliser, mais au final, qui représentent très peu de data. Je pense à une autre fonctionnalité là, sur laquelle on a travaillé récemment et qu'on a annoncé à Prague, c'est MUSIC 2. Donc MUSIC 2, c'est un mécanisme cryptographique qui te permet de faire de la multisignature. Donc, c'est pas exactement pareil que multisig, c'est de la multisignature cryptographique. D'un point de vue de la blockchain, tu vois pas qu'il y a un script, parce qu'il n'y a pas de script. Tu vois pas qu'il y a de la gouvernance. Et par contre, tu vas signer partiellement tes transactions avec plusieurs hardware wallets, plusieurs ledgers par exemple, ou deux ledgers et autre chose si tu as envie, quoi.
Et ensuite, tu vas recombiner ces transactions partielles pour créer une signature complète que tu envoies sur la blockchain. Et d'un point de vue de la blockchain, cette signature, elle est indistinguable d'une signature normale. Tu sais pas qu'il y a un script, tu sais pas qu'il y a de la gouvernance. Donc ça, c'est une feature qu'on a annoncé récemment, et là, on est seul à le supporter tout court. En fait, même les software wallets, ils ne l'implémentent pas encore. Et du coup, on discute avec d'autres pour créer des expériences qui vont permettre de le faire. Et ça a été rendu possible grâce à Taproot, par exemple? Ou ça Et n'a aucun rapport? Si? c'est une très bonne remarque. Depuis Taproot, on a deux types de signatures qui sont possibles sur Bitcoin. La signature habituelle qui est ECDSA sur SecP 256K1. Désolé pour les détails. Et depuis l'update de Taproot qui date d'il y a 3 ans maintenant, il y a à la fois le fait d'avoir des TapScript, qui est un nouveau type de script, mais tu as aussi le fait d'avoir un nouveau type de signature qui n'est plus ECDSA, mais qui s'appelle Knorr. Et Schnorr a pas mal d'intérêt. Et en fait, c'est une méthode de signature qui est meilleure que SecP226K1, c'est ça. Juste à l'époque où Satoshi a inventé Bitcoin, Schnorr était encore sous patent. Il y avait encore Les licences, ouais. des licences. Brevets, Et du des coup, brevets. les brevets, merci. Du coup, Satoshi a décidé de ne pas utiliser Schnorr, mais Schnorr reste une méthode de signature qui est bien meilleure, et notamment pour ses propriétés additives. Tu vas faire une première signature S1, disons, et une deuxième signature S2, et S1 plus S2, avec un vrai plus. Ça crée une signature valide, ce qui n'est pas du tout le cas avec toutes les autres méthodes de signature. Du coup, tu peux faire de la multisignature comme ça de manière très simple, juste en additionnant la signature. Parce que pour une multisignature standard, donc avant Taproot, euh, les multisignatures étaient visibles sur la blockchain. Donc, on voyait qu'il y avait plusieurs Tout à fait. signatures et qu'il y avait plusieurs co-signataires et combien de signatures étaient requises pour faire cette transaction, chose qui maintenant, avec ce nouveau système, n'est plus le cas. Et la transaction semble être une transaction normale d'un utilisateur vers un autre. Tout à fait. Et un autre avantage de Music 2 par rapport à un multisig on-chain, c'est les fees. Sur un multisig on-chain, tu crées un script qui est plus gros et donc qui coûte plus cher à signer. Signer une signature Schnorr avec Taproot, ça coûte le même prix qu'une signature normale. OK. Ok. Du coup, pareil, sur le communiqué de presse, il y a un truc qui nous a un peu fait tiquer avec Joss. C'est cette histoire d'IA et de deepfake par rapport à la fonctionnalité Ledger Security Key. Mhm. Effectivement, nous, avec Joss, spontanément, on ne voyait pas trop le lien. Est-ce que tu peux justement nous en dire plus? Alors en fait, là, aujourd'hui, on va rentrer dans un monde dans lequel les bots vont être légion. Et c'est déjà un peu le cas, mais ça va être de pire en pire. Parce que justement, l'IA permet de prétendre, d'imiter les humains de manière bluffante. Quand on discutait avec ChatGPT, on a l'impression de discuter avec un humain. Et du coup, ce qu'on va voir, c'est de plus en plus de bots dans tous les sens, et ça sera très difficile de distinguer si on est en train d'interagir avec un bot, avec une IA ou avec un humain. Et ça crée quand même des nouveaux problèmes. On a envie de savoir si tel contenu est un vrai contenu, si tel contenu vient d'un vrai humain, etc. Et une des manières de résoudre ces questions-là, c'est d'utiliser la cryptographie, de faire en sorte que si l'ensemble des messages que j'envoie sur Internet, je les signe avec ma clé, toi, tu peux regarder, et on se connaît, tu connais ma clé, du coup, tu vas pouvoir regarder mes messages et savoir que c'est bien moi qui les ai signés et qui sont bien corrects. Euh, Ça, c'est une première chose. Mais on peut aussi utiliser nos devices pour faire du proof of humanity. Donc, être certain qu'il y a quelqu'un derrière un device ledger et non pas un bot qui signe bêtement des choses sur la blockchain. Bref, en fait, le sujet d'être capable de distinguer les IA des humains, c'est un sujet qui va devenir ultra important, qui l'est déjà un petit peu, et qui va le devenir encore plus. Et la blockchain et la cryptographie restent des super outils pour ça. Et quand il s'agit d'implémenter cette cryptographie de manière sécurisée, nos devices restent les meilleurs devices pour faire ça. Et c'est ce qu'on a commencé à faire avec l'application Security Key qui te permet de t'authentifier, toi, en tant qu'humain, sur différents services Web 2 en général. Euh,
on sécurise l'ensemble des cryptos et des services Web3 avec nos devices, mais sécuriser le Web2, on est aussi capable de le faire. D'autant plus que le Web2 en plus s'améliore avec les différents protocoles, et notamment WebAuthn, FIDO2, Passkeys, qui sont des protocoles d'authentification qui remplacent les mots de passe, là, qu'on commence à voir fleurir partout. Et ben, on peut utiliser nos devices pour s'authentifier sur ces différents services. Donc, si je comprends bien, c'est un peu comme aujourd'hui, donc dans le Web 2, on utilise beaucoup les 2FA, donc les deuxièmes facteurs d'authentification, où on a un code qui se régénère toutes les 60 secondes, par exemple, donc qui permet de prouver qu'on est bien, en tout cas, propriétaire de la clé du deuxième facteur d'authentification. Et donc là, votre ledger serait un espèce de deuxième facteur d'authentification physique, un peu comme les YubiKey, je suppose. Et donc, du coup, on pourra s'authentifier et dire que oui, je suis bien un être humain parce que je possède l'appareil Ledger pour prouver que c'est bien moi qui suis à l'origine de cette transaction ou c'est bien moi qui essaye de m'identifier sur tel service, telle application, me connecter à ma messagerie, par exemple, ou prouver que c'est bien moi qui fait cette action, quoi, si on comprend bien. C'est un bon résumé. Donc, au début, on avait juste les mots de passe. Ensuite, on a créé les 2FA parce qu'on s'est rendu compte que les humains étaient vraiment horribles pour générer et se souvenir des mots de passe. Ils utilisent toujours les mêmes, etc. Et les 2FA, tu as différentes gammes de 2FA. Tu as effectivement les Google Authenticator qui sont des OTP basés sur le temps, etc., qui sont un petit peu mieux que rien à voir. Mais ensuite, tu as des trucs qui sont mieux que ça. C'est d'utiliser du hardware pour faire ça. Et tu parles de YubiKey. Donc, YubiKey, ça implémente FIDO, un vieux algo d'authentification qui est secure, il n'y a pas de problème, mais en tout cas, qui a des certaines limitations. Et la version d'après de FIDO s'appelle FIDO2, qui est une brique qui permet même d'enlever le login. En fait, ton login, tu n'as plus besoin de le montrer. Ton login, ça va être ta clé publique et ton mot de passe, ça va être une signature avec ta clé privée. Et ça, c'est ce qui est implémenté quand tu utilises Passkeys. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé Passkeys pour. Maintenant, ils sont en train de le déployer partout. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on implémente FIDO2 donc, sur nos devices avec la security key. Et du coup, ce qui fait que tu vas pouvoir te loguer sur Binance, Kraken, ou je parle de services d'exchange, mais enfin, n'importe quel service, en fait. Dès qu'ils implémentent Passkeys sur Twitter, si tu as envie, je crois qu'ils supportent Passkeys correctement Twitter, ouais. Donc, tu vas pouvoir te loguer juste en montrant ton device et tu n'as même pas besoin de montrer ton login en plus de ça. Ok, donc ça fait un peu on pourrait peut-être se connecter sur des sites où on doit prouver qu'on a un certain âge ou ce genre de choses. Ça pourrait être justement une nouvelle méthode d'authentification sur Internet sans avoir besoin de partager ni adresse email, ni information personnelle, et uniquement avec une preuve cryptographique pour dire oui, je suis bien la personne qui valide tel et tel critère. Tout à fait. Tout à fait. Et ça, en plus de ça, on peut l'allier en plus de ça avec des preuves zero knowledge. Donc, tout ça, ça va ensemble et tu as quand même besoin d'une encre de confiance pour sécuriser ces clés parce que ton identité, elle est tout aussi importante ou plus, ça dépend des gens, que tes cryptos. Et donc, tu as envie de la sécuriser dans des équipements qui implémentent la sécurité correctement. Et on pense que les équipements Ledger sont les meilleurs pour ça. Donc, en tout cas, dans le communiqué de presse, ce n'était pas extrêmement clair. Ouais, là, tu es rentré en profondeur dessus, donc tu as extrêmement bien compris l'intérêt de cette nouvelle fonctionnalité. Donc, merci beaucoup. Oui. Et après, du coup, on a une dernière question parce qu'effectivement, même si Charles, tu es passionnant et d'ailleurs, nous sommes restés 2 heures lors de notre premier entretien, ce qui fait qu'on a coupé le podcast en 2. Et là, on va éviter de refaire la même erreur, même si encore une fois, on pourrait rester encore très longtemps avec toi parce que c'est passionnant et que nous sommes passionnés, forcément. On avait une dernière question et presque c'est une frustration en tant qu'utilisateur parce que les utilisateurs en veulent toujours plus, tu le sais. Donc nous, en gros, lorsque tu vois les principales fonctionnalités du Stax et du Flex, on se dit, mais putain, mais pourquoi Charles n'a pas pensé à mettre un appareil photo pour faire des paiements Bitcoin? C'est ce qui manque, en fait. Et on se demandait, en fait, si c'était pas quelque part une faille de sécurité d'avoir une vue sur le monde avec une caméra ou c'était juste parce que c'était pas forcément nécessaire. C'est peut-être la V2 du Stax et du Flex, peut-être. Donc, ça fait partie des choses auxquelles on pense. Après, quand tu parles de paiement peer-to-peer, tu as quand même besoin d'être capable de fabriquer la transaction. Et donc, pour ça, tu as quand même besoin d'être connecté d'une manière ou d'une autre. Donc, tu ne peux pas te dire
Tu peux pas dire, je vais prendre mon Stax, je scanne le QR code avec le Flex, il n'y a pas de caméra, mais si on avait une, Oui. et je signe. Ça, c'est un truc que tu peux pas faire parce que tu as besoin de te synchroniser avec la blockchain, de savoir D'accord. Ok. faire la transaction. Après, pour autant, utiliser des caméras pour scanner les QR codes et pour pouvoir discuter dans les deux sens avec ton téléphone, c'est un truc qui peut être intéressant aussi pour différentes choses. Mais aujourd'hui, on a le NFC qu'on pense être un meilleur médium de communication. Bon, après, je dis pas qu'on va pas mettre des caméras dans la suite, mais aujourd'hui, on ne voyait pas directement l'intérêt. Mais c'est pas un vecteur d'attaque, alors, du coup, selon toi. Disons que si on voulait mettre une caméra sur ces devices-là, il faudrait qu'on ait une architecture qui soit un petit peu différente. On ne pourrait pas la mettre directement sur cette plateforme. Après, on sait faire une plateforme pour laquelle on sera toujours secure malgré une caméra. On sait le faire, mais ce n'est pas la même plateforme. Ok, donc est-ce que tu peux nous expliquer un peu l'expérience utilisateur d'utilisation? Donc, on a compris que pour recevoir un paiement, on génère notre QR code, on le montre et il se fait scanner par la deuxième partie. Mais si on veut faire un paiement, est-ce qu'on doit le connecter à notre téléphone? Je pense que tu peux expliquer un petit peu la procédure pour envoyer un paiement depuis notre stack en étant on the go, donc en étant dans la rue où on a juste notre téléphone et notre Stacks. Alors, tu as ton Stax ou ton Flex. Si tu es dans la rue, donc tu vas avoir besoin d'avoir ton téléphone avec toi. Oui. Et donc, avec ton téléphone, tu vas scanner le QR code ou rentrer l'adresse ou il te l'envoie par message, etc. Donc, tu récupères cette adresse-là par le moyen que tu veux, donc, mais avec ton téléphone. Avec ton téléphone, tu dis OK, sur Ledger Live, je veux envoyer 0,1 Bitcoin. Je suis très généreux aujourd'hui à telle adresse. Et ensuite, tu cliques sur envoyer. À ce moment-là, ton téléphone va se connecter avec Flex. Et sur Flex, tu vas avoir écrit est-ce que tu veux bien envoyer 0,1 Bitcoin à telle adresse? Tu vas voir l'adresse sur ton Flex que tu peux comparer directement avec l'adresse que tu as scannée au préalable, être sûr que c'est bien la même. Tu vas dire OK. La signature ensuite, elle est calculée sur Flex. Flex récupère la transaction signée, la renvoie sur le téléphone la renvoie à la blockchain, et c'est fait. Voilà, donc, ce que je voulais préciser surtout, c'est que même s'il n'y a pas d'appareil photo sur l'appareil, on peut faire des transactions en utilisant l'appareil photo de notre téléphone. Tout à fait, tout à fait. Et donc on connecte Stax ou Flex avec son téléphone via Bluetooth, via BLE, et donc tout se passe comme ça. Et comme je disais, dans le futur, on pourra utiliser le NFC pour faire du tap. Ok, très bien. Ok. Et donc, en fait, je vais juste rebondir un peu sur ton 0,1 Bitcoin, parce que c'est vrai que ça fait une belle somme aujourd'hui, et que le Bitcoin s'appréciant avec les années, on sera peut-être amené à discuter et à s'échanger 0,00001 Bitcoin. Et est-ce que toi, tu vois un shift ou un changement d'utilisation de la dénomination et qu'on passera en Satoshi et pas en Bitcoin? Est-ce que toi, ça te parle? Est-ce que tu as une idée de quel serait l'élément déclencheur pour qu'on puisse changer un petit peu notre nomenclature et qu'on arrête de parler je t'envoie du Bitcoin et je t'envoie des Satoshi? Quel est un peu ton avis là-dessus? Alors, je ne vais pas rentrer dans le débat, est-ce que c'est des bits ou est-ce que c'est des Satoshi, etc. Je sais que ça anime beaucoup de gens. Après, effectivement, je pense que tu as raison. Moi, je me rappelle, il n'y a pas si longtemps, on s'envoyait des bitcoins entiers. Maintenant, c'est ultra rare d'envoyer des bitcoins entiers. C'est énorme, un bitcoin entier, quoi. Et on se retrouve, on se retrouve avec des 0, et parfois il y a plusieurs zéros. Et en fait, on ne sait plus trop. Enfin, c'est dur d'apprécier la valeur de ce 0,0037. Tu vois, combien ça vaut ça? Effectivement, je trouve qu'on est déjà un peu dans ce problème-là. Enfin, c'est pas vraiment un problème, mais je pense qu'à un moment, il va falloir se poser la question. Quand tu auras tellement de zéros, il va falloir faire quelque chose. Ouais, je sais pas. Peut-être Aujourd'hui, en tout cas, ça n'a pas été un sujet de discussion en interne pour le mettre justement, en tout cas, mettre les deux options. Tu vois, c'est un truc qui peut être très simple en plus à mettre en place pour vous, non? Oui, non, c'est pas très dur, hein. Mais je pense que si on le faisait aujourd'hui, là, tu peux être sûr qu'on a un déluge de gens mécontents parce que, au moins à cause du changement, tu vois.
Je sais pas, peut-être qu'on pourrait faire des polls sur Twitter. Ça, tu vois, Oui. c'est le genre de petits changements qui, Ouais. quand on en parle autour d'une table, on a l'air de trouver que c'est une bonne idée. Mais rien que le fait d'implémenter ce changement, Ouais. ça rend les gens un peu nerveux, tu vois. Et nous, c'est ce qu'on essaie de faire avec Stackinsat, en fait, dans le Ouais, SAT Satoshi, c'est dans notre société et notre service. Mais c'est vrai qu'on affiche toujours la valeur en Bitcoin et la valeur en Satoshi pour justement essayer d'habituer les gens à comprendre un petit peu qu'en fait, un Bitcoin, c'est comme quelque part, quand on fait de la cuisine, on trade du sucre en tonnes de sucre, mais tu fais pas ta cuisine en tonnes de sucre. Tu vois, tu le fais en grammes. Et donc, tu vois, c'est quelque vrai. part, et vu que le Bitcoin, avec un peu son historique, on parle souvent du prix d'un Bitcoin, mais pour moi, quelque part, c'est comme si on parlait du prix d'une tonne de sucre. Et donc, au quotidien, je pense, alors je ne sais pas quel sera l'élément déclencheur, mais pour moi, justement, il faut, justement, dans les produits qui affichent le Bitcoin, enfin une quantité, avoir soit la possibilité de switcher de l'un à l'autre, d'ailleurs ce qui se fait sur les wallets Lightning, hein. Les wallets Lightning sont quelque part par défaut en Satoshi. Ouais. Très peu mettent la valeur en Bitcoin, hein. C'est soit Satoshi ou dollar, enfin, ou monnaie fiduciaire. Et c'est vrai que on s'attend justement que des acteurs comme vous soyez un peu force de proposition pour essayer de commencer à instaurer changer un peu le biais d'unité qu'il y a avec le Bitcoin et introduire un peu plus Satoshi sans rentrer dans le débat Bit et compagnie, parce que c'est vrai que c'est un peu plus technique, mais juste le Satoshi, pour moi, me semble assez évident. Mais après, j'ai sûrement un avis biaisé. Mais voilà, je pense qu'il faut qu'on travaille sur l'éducation et sur expliquer justement que voilà, un Bitcoin égale 100 millions de Satoshi et qu'on va être amené à parler en Satoshi et pas en 0,00001 Bitcoin. Ouais, non, je suis assez de ton avis. Est-ce que c'est le moment ou pas? Je sais pas. Et c'est une bonne question et je pense que ça vaudra le coup qu'on ait la discussion en interne et de voir quel est le moment. Et après, comme tu dis, si c'est une option, normalement, ça va moins troubler tout le monde. Voilà, c'est ça. Bah, écoute, vu que tu es pas à Miami, mais à Nashville en ce moment, parce que la conférence va bientôt commencer, si jamais tu peux récupérer un petit peu l'avis du public pour qu'on ait un petit peu euh, un peu le sentiment des Américains sur ce sujet-là, ça pourrait être très, 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 très cool. Et tu pourras nous dire un peu le résultat de ton enquête à Surfing Bitcoin fin août à Biarritz. Yes, avec plaisir. J'ai commencé à en croiser quelques-uns ce matin. Là, j'ai vu Matt Odell, je vais voir Dan tout à l'heure aussi. Ok, Donc, il me tarde de discuter de ça avec eux. trop bien. Bah, écoute, en tout cas, merci encore une fois pour cette exclusivité de l'annonce du Ledger Flex, qui sera, je le rappelle, annoncé du coup le 26 juillet sur scène, hein, c'est ça, avec Pascal et Yann, j'imagine. Tout à fait. C'est ça. Et bien, en tout cas, nous, on sera très heureux de diffuser cet épisode. Et puis, voilà, comme l'a dit Joss, on se retrouve, nous, à Surfing Bitcoin, donc les 28, 29 et 30, où on va pouvoir acheter des Ledger Flex. Donc, venez nombreux à Surfing Bitcoin pour voir Charles, pour écouter Charles, parce qu'il a évidemment une keynote, parce que Ledger est partenaire de Surfing cette année, et évidemment pour acheter des super Ledger Flex. Donc on est très heureux et puis on a hâte de te voir à Biarritz. Et moi aussi. Maintenant, c'est dans un mois, là. C'est ça, c'est dans un Exactement. mois. C'est ça. Allez, eh bien, écoute, à bientôt. Profite bien De Nashville. voilà, de Nashville et à bientôt. Et merci encore de m'avoir accueilli dans le podcast. C'était super intéressant. Salut Charles. Salut.